Et si le sable du Sahara, ce symbole même de l'aridité, là, si ça pouvait devenir le terreau d'une agriculture vraiment innovante? C'est un pari audacieux, hein, presque une provocation face aux éléments, et c'est vraiment le cœur du projet qu'on explore aujourd'hui. On va plonger dans le projet Agritexol. C'est une initiative de Green Incubator. Notre source, c'est le document qui présente ce projet en détail. Et notre mission, c'est de comprendre comment il compte s'y prendre pour transformer ces sols sahariens avec une approche qui se veut à la fois intégrée et durable. Alors on va décortiquer ensemble cette stratégie, voir un peu les innovations clés, et puis aussi les bénéfices qu'ils espèrent. Comment Agritexol compte relever ce défi? C'est quand même colossal, l'agriculture en plein désert. C'est ça qu'on va examiner. Oui, et pour saisir vraiment toute l'ambition d'Agritexol, je pense qu'il faut d'abord mesurer un peu l'ampleur des obstacles. Le document de projet, il nous le rappelle bien, les caractéristiques de ces sols sahariens. D'abord, une fertilité naturelle quasi nulle. Ça manque cruellement de matière organique, de minéraux. Ensuite, leur texture très sableuse, ça veut dire qu'ils retiennent très mal l'eau. Et ça, en climat aride, c'est évidemment un problème majeur. Et puis, il faut ajouter à ça une forte vulnérabilité à l'érosion. Par le vent, bien sûr, mais aussi par les pluies, qui sont rares mais souvent violentes. Ah, et aussi une tendance à la salinisation. C'est vraiment ce tableau complexe qui justifie une réponse aussi structurée que celle d'Agritexol. D'accord. Et la réponse donc, elle ne vise pas juste une petite amélioration à la marge, si je comprends bien. L'objectif qu'ils affichent, c'est de déployer un système complet. Un système d'amendement multifonctionnel. Ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est cette volonté de marier des ressources locales, parfois un peu oubliées ou sous-utilisées, et des biotechnologies avancées. Les buts sont clairs, en tout cas dans le papier, améliorer durablement la fertilité, la résistance de ces sols. Réduire aussi drastiquement la dépendance aux engrais chimiques, on sait qu'ils sont coûteux et puis pas terribles pour l'environnement. Et surtout, l'idée, c'est de paver la voie à une agriculture saharienne qui soit viable, circulaire et compétitive. En fait, c'est un peu comme créer un cercle vertueux, quoi. Une sorte d'alchimie agronomique en plein désert. C'est assez ambitieux. Alors concrètement, c'est quoi la recette? Comment ils font? Le projet, il s'organise autour de 7 axes d'amendement, assez complémentaires on dirait. Le premier, je le trouve particulièrement ingénieux. Il s'agit d'utiliser l'argile qui vient des vases de barrage. L'idée ici, c'est de transformer un problème qui coûte cher, l'envasement des retenues d'eau, ça demande des opérations de dévassement énormes, en une solution agricole. Ces sédiments argileux, ils sont traités pour devenir ce que le projet appelle du liquid nanoclay, LNC ils disent. Son rôle, agir comme un liant, mais à l'échelle microscopique, pour agréger les particules de sable. Ça améliore la structure du sol, sa capacité à retenir l'eau, et donc forcément sa résistance à l'érosion. C'est une transformation assez spectaculaire, non? De la boue de barrage qui devient un structurant de sol presque high-tech. Oui, c'est très malin. Et le deuxième axe, lui, mise sur des polymères naturels. Ils sont dérivés de la mélasse, ce résidu un peu sirupeux de l'industrie sucrière. Ces polymères, ils agissent un peu comme une colle organique, biodégradable en plus. Ça stabilise les agrégats qui sont formés par exemple par le LNC ou d'autres amendements. Ça prolonge leur action dans le temps. Mais là où le projet devient vraiment très intéressant, c'est dans la synergie qu'ils envisagent. L'association de ce liquide nanoclay et de ces polymères de mélasse. Le document parle même de créer un super amendement qui combinerait la structuration physique de l'argile nano et la stabilisation biologique des polymères. On cherche ici à obtenir un effet démultiplié, en quelque sorte, sur la cohésion, sur la durabilité de la structure du sol. C'est une combinaison assez audacieuse quand même, du minéral et de l'organique, mais à l'échelle microscopique. D'accord. Donc, après avoir travaillé sur la structure même du sol avec l'argile et les polymères, le troisième axe, lui, il s'attaque plutôt à sa richesse intrinsèque. C'est le biochar. Il est produit à partir de déchets ligneux, des résidus forestiers, du bois d'élagage, ce genre de choses, par pyrolyse. C'est une carbonisation contrôlée, sans oxygène. Ce charbon végétal, c'est une forme de carbone qui est extrêmement stable. Une fois qu'il est incorporé au sol, il agit un peu comme une éponge permanente. Il améliore la rétention d'eau, mais aussi des nutriments. Il évite qu'il soit perdu par lessivage et il enrichit durablement le sol en carbone. Le document souligne aussi un bénéfice environnemental majeur. Le biochar séquestre le carbone dans le sol pour très longtemps, des centaines, voire des milliers d'années.
Donc c'est une solution qui vient de déchets, mais qui contribue activement à la lutte contre le changement climatique. C'est pas mal. Tout à fait. Le quatrième axe, lui, nous tourne vers la mer, les biofertilisants qui sont issus d'algues marines. L'idée, c'est d'extraire des composés spécifiques de certaines algues pour créer des biostimulants. Ces produits, on sait qu'ils favorisent le développement des racines et surtout, point crucial pour le Sahara, ils augmentent la tolérance des plantes au manque d'eau et à l'excès de sel. L'innovation mise en avant ici, c'est l'idée d'associer ces biostimulants d'algues avec du compost, ou même avec du biochar. L'objectif, c'est de créer une synergie biologique. Les algues stimulent la plante, et en même temps, le compost et le biochar améliorent le milieu où sont les racines, ce qui permet aux plantes de mieux profiter de cette stimulation. On cherche vraiment à créer un environnement qui soit biologiquement actif et plus résilient. Très clair. Cinquième axe, alors là, peut-être plus conventionnel, mais sûrement fondamental, le compost. Il est produit à partir de déchets végétaux divers, résidus de culture, tontes de pelouse, etc. Mais aussi, et c'est intéressant de le noter, à partir des boues traitées qui sortent des stations d'épuration. Les steppes, un processus de compostage bien contrôlé, transforme ces matières en un amendement riche. Son rôle est essentiel, c'est un apport massif de matières organiques stables, ça améliore la fertilité globale et surtout ça stimule la vie microbienne du sol. C'est fondamental. Le document insiste beaucoup sur la dimension économie circulaire. Des déchets agricoles, des déchets urbains, qui sont potentiellement un problème, deviennent une ressource clé pour l'agriculture. On boucle la boucle, mais localement. Exactement. Le sixième axe, lui, est minéral. C'est le gypse, qui est extrait de carrières locales là au Sahara. C'est une source naturelle de calcium et de soufre. Sa fonction principale, c'est de corriger les sols qu'on appelle sodiques. C'est quand il y a trop de sodium, ça dégrade la structure du sol, ça nuit aux plantes. C'est un problème fréquent en zone aride. Le gypse améliore aussi le drainage. L'approche innovante ici, c'est de ne pas l'utiliser brut. Il propose de l'utiliser sous forme de granulés enrichis, soit avec du biochar, soit avec les polymères de mélasse dont on a parlé. L'idée est double, je pense. Assurer une libération plus lente, plus contrôlée, du calcium et du soufre, et puis combiner les effets chimiques du gypse avec les propriétés physiques ou biologiques des autres composants. C'est un peu comme booster un amendement traditionnel, quoi. D'accord, je vois. Et enfin, le septième axe, les engrais verts. Là, on est sur une technique agroécologique assez simple, mais apparemment efficace. Ça consiste à cultiver des plantes spécifiques. Le document cite la luzerne, l'avoine, le sarrasin, le millet, la vesse, mais pas pour les récolter. L'idée, c'est de les enfouir dans le sol. Ces cultures, qu'on appelle de service, elles jouent plusieurs rôles. Certaines, comme les légumineuses type luzerne, fixent l'azote de l'air, donc elles enrichissent naturellement le sol. Toutes apportent de la biomasse fraîche et elles protègent le sol de l'érosion entre deux cultures commerciales. Le document souligne que c'est une technique peu coûteuse, accessible et particulièrement adaptée aux petits agriculteurs sahariens. C'est un peu le volet low-tech, mais visiblement essentiel de toute cette stratégie globale. Oui, et quand on regarde ces 7 axes ensemble, on voit bien que c'est une approche remarquablement intégrée. La logique est assez claire, non? Certains améliorent la structure physique, le LNC, les polymères, d'autres la richesse chimique et organique, biochar, compost, engrais verts, gypse. Et d'autres encore stimulent la biologie, les algues. Mais bon, au-delà de la technique purement agronomique, quelles sont les retombées plus larges qu'ils attendent de tout ça? Alors, le document les détaille sur trois plans principaux. D'abord, évidemment, les bénéfices agronomiques directs. Des sols plus fertiles, mieux structurés, qui retiennent mieux l'eau. Ce qui permet aux cultures de mieux résister au stress, que ce soit le manque d'eau ou l'excès de sel. L'objectif final, c'est une amélioration durable de la productivité et de la résilience agricole. Ensuite, il y a les retombées environnementales. Et elles sont loin d'être négligeables d'après ce qu'on lit. On a cette valorisation systématique de déchets très divers. Les sédiments, les résidus agricoles, forestières, les boues d'épuration. C'est vraiment un modèle d'économie circulaire appliqué à l'agriculture. À ça s'ajoute la réduction attendue de l'usage des engrais et pesticides de synthèse. Ça, c'est bénéfique pour la biodiversité, la qualité de l'eau. Et bien sûr, la contribution à l'atténuation du changement climatique, via la séquestration de carbone par le biochar, mais aussi par l'augmentation de la matière organique des sols en général. Il y a une vraie dimension de service écosystémique là-dedans. Tout à fait. Et le troisième volet, c'est le socio-économique. Le projet vise à structurer de véritables filières locales pour produire ces différents amendements. Ça pourrait créer des emplois, des opportunités pour des entreprises innovantes dans l'agritech saharienne. Il y a peut-être un potentiel là.
Et pour les agriculteurs, ça signifierait un accès à des solutions locales, peut-être moins chères, et surtout plus adaptées que les intrants qu'ils doivent importer. À terme, l'idée, c'est vraiment de dynamiser tout le secteur agricole saharien, mais sur des bases plus durables. Bien sûr. Et pour réaliser une ambition pareille, le document insiste beaucoup sur l'importance, cruciale même, des partenariats. Agritech-Sol, ce n'est pas conçu comme un projet isolé dans son coin. C'est pensé comme un écosystème collaboratif. Ça mobilise des institutions scientifiques de premier plan. Il cite l'INRA, des universités pour toute la partie recherche-développement et la validation rigoureuse des approches. C'est essentiel. Ça implique aussi les acteurs privés spécialisés, dans l'irrigation, les biofertilisants, le compostage. Ils apportent leur expertise technique, leur capacité de production. Les agriculteurs sahariens eux-mêmes sont au cœur du dispositif, pour tester, adapter les solutions en conditions réelles. Ça, c'est clé. Et enfin, le montage repose sur des investisseurs, des bailleurs de fonds pour le financement. Et il mise aussi sur des startups pour diffuser les innovations à plus grande échelle. Cette approche multi-acteurs, elle est vraiment présentée comme indispensable pour passer du concept à l'impact sur le terrain. Oui, on sent que c'est un projet qui se veut très ancré, très partenarial. Et tout ça, ça converge vers une vision qui dépasse largement l'amélioration ponctuelle de quelques parcelles. Agritech-Sol, ça ambitionne de devenir un modèle, une référence nationale et même régionale pour la réhabilitation et la valorisation agricole des sols en zones arides et semi-arides. Effectivement, les perspectives concrètes qu'il dessine sont triples. Premièrement, bâtir une filière saharienne pérenne d'amendements durables, qui crée de la valeur ajoutée locale. Ça, c'est important. Deuxièmement, contribuer ainsi à renforcer la sécurité alimentaire, en Algérie d'abord, mais potentiellement dans la région ensuite. Et troisièmement, développer les solutions et un savoir-faire qui pourraient être exportables vers d'autres pays du Maghreb, du Sahel, qui sont confrontés aux mêmes défis d'aridité, de dégradation des sols. L'ambition, elle est clairement de faire du Sahara un laboratoire d'innovation pour l'agriculture de demain en milieu difficile. Oui, la conclusion du document résume bien cette philosophie. Agritech-Sol comme une alliance entre la science, l'innovation et l'économie circulaire, avec l'objectif de transformer le désert, non pas en le niant, mais en composant avec ses contraintes pour créer de la valeur durable. C'est une perspective assez stimulante, je trouve. Bon, pour synthétiser un peu ce qu'on a exploré, retenons d'abord l'ampleur du défi. Ces sols sahariens, c'est pas simple. Ensuite, la réponse d'Agritech-Sol, une stratégie vraiment multifacette qui combine 7 types d'amendements issus de sources très variées, des sédiments de barrage, le fameux LNC, jusqu'aux algues marines, en passant par les déchets forestiers pour le biochar ou la mélasse pour les polymères. Ce qui est marquant, c'est vraiment cette recherche constante de synergie entre tous ces composants. Et enfin, les bénéfices visés sont multiples. Agronomiques, bien sûr, c'est la base, mais aussi environnementaux, valorisation des déchets, séquestration de carbone, moins de chimie, et socio-économiques, les filières locales, le soutien aux agriculteurs. C'est vraiment cette approche intégrée qui transforme des contraintes et des déchets en solutions fertiles qui fait l'originalité et, on l'espère, la force potentielle de ce projet. Oui, et si on remplace ça dans un contexte un peu plus large, face à la pression croissante sur les ressources, l'eau, le sol, face au changement climatique qui accentue l'aridité, et face au défi de nourrir une population mondiale qui continue de grandir, des initiatives comme Agritech-Sol, eh bien, elles prennent tout leur sens. Elles montrent qu'il est possible d'imaginer des solutions agricoles innovantes, systémiques, qui intègrent dès le départ les dimensions environnementales et sociales. Ce type de projet, ça nous invite à réfléchir à l'avenir de l'agriculture, surtout dans les régions les plus vulnérables. Voir comment la technologie, quand elle est alliée à une gestion circulaire des ressources et à des principes agroécologiques, peut répondre à des défis aussi fondamentaux. C'est assurément une piste d'avenir à suivre de près. Oui, tout à fait. Et pour ouvrir un peu la réflexion pour finir, en écho à cette vision d'exportation du projet dont tu parlais, et si cette combinaison particulière d'innovation biotechnologique et de savoir-faire revisité, qui est née pour répondre aux défis uniques du Sahara, si elle contenait des clés applicables bien au-delà, est-ce qu'on pourrait voir émerger, à partir de ce laboratoire saharien, des solutions pour régénérer d'autres terres arides sur la planète? C'est une question qui ouvre des horizons potentiellement vastes. C'est sur cette perspective que s'achève notre exploration du projet Agritech-Sol. Merci de nous avoir suivis.